on va passer justement à des premiers éléments de réponse. Donc je disais au départ, une sorte d'état de l'art avec nos collègues de Vinci Énergie, des métiers de Building Solutions. Donc j'appelle sur scène Stéphane Boudreuil, qui est chef d'entreprise de Tinzini Bordeaux, Fabrice Carton, qui est chef d'entreprise de Châtenay, et Alexandre Fréchou, qui est directeur Nouvelle-Aquitaine de Vinci Facilities. Et donc, tous les trois, ils vont un peu nous brosser le portrait de qu'est-ce que c'est que l'efficacité énergétique, à la fois en phase travaux et puis en phase d'exploitation des bâtiments. Si vous arrivez à aller à l'essentiel, on pourra avoir une séquence de questions-réponses. Donc, la première question, c'est toujours la plus compliquée, donc je vous invite dans le public à commencer à y réfléchir. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on va voir si les slides sont dans l'ordre. Oui, c'est bon. Donc, pour rentrer un petit peu dans une réalisation concrète, donc Châtenay, on est une entreprise Vinci Énergie qui faisons de l'installation photovoltaïque, de bornes de recharge de véhicules, également du stockage d'énergie, entre autres. Là, je voulais vous présenter l'une des réalisations qui a déjà 4 ans maintenant, qui est une réalisation installée à la maroquinerie de Guyenne, pas très loin d'ici, à Saint-Vincent-de-Paul, où on a couplé donc un générateur photovoltaïque avec un stockeur d'énergie et un système d'intelligence. C'est une solution qui s'appelle Microgrid. Alors, je suis pas là pour vendre du Schneider, mais c'est le produit à l'époque qui était sur le marché et qui fonctionne bien. Et c'est ce produit Microgrid Schneider qui intègre une intelligence artificielle pour faire un hyperviseur, en fait. Le but, c'est quoi? C'est que dans un bâtiment comme celui-là, vous avez des utilités qui sont très complexes. Et le but du client, c'est de maîtriser ses consommations énergétiques pour payer le moins cher possible. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte international, on l'a dit tout à l'heure, où les prix sont volatiles, encore plus en ce moment. Donc on veut sécuriser un petit peu ces coûts d'énergie. On veut intégrer toujours plus de nouveaux usages. Là, c'est le cas aussi de cette usine où, comme la flotte de véhicules s'est électrifiée encore plus, il a fallu rajouter des bornes de recharge. Qui dit borne de recharge dit de l'énergie supplémentaire électrique. Et on veut décarboner l'énergie utilisée. Optimiser la production aussi et la consommation d'énergie. Il est hors de question que l'usine ne fonctionne pas et que l'outil de production soit négligé au profit de confort. Donc il faut bien déterminer quels sont les usages que l'on peut, optimiser ou délester. Le besoin, c'est d'avoir aussi un réseau électrique local qui soit efficient, connecté, avec une continuité de service et où toutes les ressources énergétiques soient pilotées de manière intelligente. C'est-à-dire que tant qu'à faire, quand le générateur solaire produit au maximum, autant que l'usine l'utilise au maximum. Ensuite, il faut tenir compte donc de la production et de la consommation locale, c'est-à-dire le vrai usage de l'usine, son comportement, à quel moment on a des pics de production, à quel moment on n'a rien du tout en termes d'utilisation. Et c'est là qu'il faut profiter du stockage pour pouvoir réutiliser cette énergie verte au bon moment. Et la force de l'IA, c'est de pouvoir aussi coupler ça à des phénomènes extérieurs au bâtiment, c'est-à-dire la météorologie et le tarif de l'électricité avec un couplage avec l'achat de l'énergie en instantané. Là, c'est le top du top de l'optimisation. La solution, donc, c'est d'avoir un outil qui soit capable d'analyser, d'anticiper et de décider quand produire, quand stocker, quand consommer. Et ça nécessite du commissioning, ça nécessite une année de prise de connaissance du comportement de l'usine. Et évidemment, il y a un phénomène qu'on ne maîtrise moins, c'est le comportement humain dans cette usine. Et là, c'est la limite, je dirais, de l'outil de l'IA. Mais d'un autre côté, si on arrive déjà à régler tout ça, on est pas mal. On approche du but. Voilà, le but, donc, maximiser l'autoconsommation de ce générateur pour réduire la facture énergétique et les avantages qu'on veut atteindre. Alors, ça ressemble à quoi? Une usine ou un bâtiment tertiaire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir donc des besoins qui sont croissants, c'est les bornes de recharge de véhicules. Vous avez aussi de plus en plus de data dans nos bâtiments, donc des data centers, des serveurs et d'autres usages. Qu'est-ce que j'ai là? Je sais plus. En médical, par exemple, vous pouvez avoir beaucoup d'équipements qui sont très énergivores. Et le but, c'est d'arriver à couvrir au maximum les surfaces utiles en générateur photovoltaïque et de stocker cette énergie pour la réinjecter au bon moment. Donc,
techniquement, tout est faisable. C'est la seule complexité, c'est d'arriver à faire communiquer des outils logiciels qui n'ont pas les mêmes bases de données, les mêmes protocoles de communication. Heureusement, il y a quand même un peu d'harmonisation. On parle aujourd'hui de TCP/IP. Et tout ça, il faut arriver à remonter les datas donc sur un système, on l'a dit, microgrid IA, et de pouvoir redonner des ordres aux différents équipements pour qu'ils s'arrêtent, pour qu'ils se mettent en route au bon moment. Voilà, bon, je vais vous passer les slides techniques. Et là, on est en train de faire chez Châtenay, au sein de notre propre bâtiment, un démonstrateur, parce que moi j'aime bien maîtriser les choses avant de vous les proposer à la vente, hein, sinon c'est pas réaliste. Donc nous, on a fait le choix d'installer 4 types de bornes du marché, de mettre un générateur en toiture, une ombrière, de remonter ça dans du stockage d'énergie qu'on est en train d'installer, et un système KNX aussi pour piloter tout ce qui est utilité du bâtiment, donc climatisation et éclairage. On n'a principalement que ça. Et tout ça, le remonter sur un système de supervision Wave qui intégrera donc une IA pour pouvoir faire communiquer tout ça. Le but, c'est quoi? Si vous regardez cette courbe, vous avez en rouge les consommations. Qu'est-ce qui se passe sur un bâtiment comme le nôtre? Arrivé à 6 h du matin, la clim, le chauffage se met en route. Et là, vous avez les premiers salariés vers 7 h, 7 h 30 qui commencent à brancher leur voiture. Parce qu'évidemment, on a peur d'être en panne sèche en véhicule électrique. Donc tout le monde se branche en même temps sur toutes les bornes. Et là, vous avez le pic de consommation. Et puis le soleil commence à briller sur Bordeaux, c'est très souvent. Et là, on commence à autoconsommer. Donc on efface tout notre besoin. Puis à un moment donné, les bornes de recharge ont fait leur travail, les voitures sont quasiment toutes chargées. Et là, vous continuez à surproduire en jaune en photovoltaïque. Et cette énergie-là, pour l'instant, elle n'est pas utilisée. Elle est revendue à 4 centimes. Pas du tout intéressant. Autant la stocker pour pouvoir la réutiliser sur les zones rouges, les autres pics qui arrivent dans la journée. Donc le but du démonstrateur, c'est d'arriver à stocker toute cette énergie-là, qui est produite dans la journée et qui est la même le week-end. C'est-à-dire le samedi, le dimanche, on a la même courbe, mais aujourd'hui, on ne l'utilise pas. On l'utilise que la bande morte. Voilà, et il faut aussi arriver à optimiser la source aujourd'hui de consommation principale, qui est la recharge des bornes de véhicules, pour dire, même si tout le monde est branché en même temps, j'accepte une délivrance maximale pour lisser la charge. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur cette partie-là. Donc on a plein d'outils de suivi énergétique, notamment Wave. Après, il faut interconnecter ça avec un système qui s'appelle eByP, qui sert à gérer les compteurs d'énergie et tous les pics de consommation. Et également un autre outil, ça c'est borne de recharge. Et voilà. Je passe à... Merci Fabrice. Donc je suis Stéphane Boudreuil, moi je suis chef d'entreprise de Tinzini Bordeaux, qui est une filiale de Vinci Énergie également. Et donc je vais vous parler après on va dire le photovoltaïque, un peu plus de CVC. Et pourquoi le CVC? Parce qu'aujourd'hui le CVC dans le monde du bâtiment, c'est une des parties la plus carbonée et aussi une des parties la plus consommatrice. Donc à ce titre-là, ça devient un levier énorme au titre de l'efficacité énergétique, mais également de la décarbonation du bâtiment, qui est un enjeu majeur actuel. Donc aujourd'hui, pourquoi on parle d'efficacité énergétique? On l'a déjà dit, hein, tout le monde le sait. Il y a 3 raisons principales. Une que tout le monde voit tous les jours à son poste, à la télé, à la radio, la souveraineté, donc l'autonomie, l'indépendance, ça devient un atout majeur. Une autre raison, le réglementaire, RE 2020, décret tertiaire, ça touchait principalement, on va dire, le tertiaire, comme le nom l'indique, mais depuis peu, aujourd'hui, les bâtiments industriels sont soumis également à ces mêmes réglementations, un peu adaptées. Et des raisons économiques, le coût de l'énergie, on le voit aussi, hein, c'est ce qui pèse, on voit pour un maître d'ouvrage, le coût, ça reste quand même quelque chose, un élément de décision. On ne peut pas monter des projets sans regarder les coûts, et on ne peut pas gérer un projet sans regarder comment il va vivre demain en termes de coûts. Donc le coût, c'est quoi derrière? C'est de l'énergie, c'est aussi
directement des nouveaux comportements, plus de sobriété. Mais la sobriété, elle a aussi une limite. Cette limite, c'est le confort. C'est qu'aujourd'hui, on a du mal à revenir en arrière sur cette notion de confort. Donc comment? Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il est plus possible de garantir du confort au détriment de la consommation. Et c'est là que tout commence à changer pour nous. Et ça nous pousse aujourd'hui à réfléchir à des nouveaux systèmes, finalement, de production et de production d'énergie qui doivent répondre à d'autres enjeux. Et ce qui fait que là où on avait des systèmes, j'en parlais tout à l'heure à monsieur d'Homo France, des systèmes simples, uniques, on arrive à des systèmes plutôt qu'on va qualifier d'hybrides, qui doivent répondre à d'autres problématiques, c'est-à-dire une stabilité dans le temps, être plus résilient, et qui nous permettent d'optimiser les coûts en énergie, en carbone, mais également en confort. Donc pourquoi hybride? Alors hybride parce que ça devient indispensable pour faire face à des éléments qui sont un peu nouveaux, on va dire, dans nos approches. On l'a vu tous, hein, la variabilité météo, les phénomènes extrêmes, donc des températures de plus en plus chaudes, les phénomènes de canicule qui durent de plus en plus longtemps, les montées de besoins en froid dans les bâtiments, on en parle, la data c'est aussi une des raisons de ces montées en froid, les tensions sur les réseaux électriques. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup plus de sources d'ENR qui arrivent sur les réseaux. Il faut les gérer. Et du coup, on arrive à des pics qu'il faut gérer. Et on a un des éléments, le bâtiment, est un des éléments qu'il faut réguler dans tout ça. Et l'obligation de performance réelle, mesurable, c'est quelque chose aujourd'hui qui est directement lié à nos contrats, au bâtiment. Donc tout ça fait qu'il faut réfléchir différemment à nos systèmes. Alors, contrairement à Fabrice, je ne vais pas rentrer dans tous les systèmes et des sujets concrets, mais je vais vous partager des choses qui ne sont pas des secrets, il n'y a pas d'innovation, mais peut-être des évidences et des choses qui reviennent au goût du jour pour plein de bonnes raisons. Et je voulais parler au centre de tout ça, de ces hybridations, d'un système qui est un peu la pierre angulaire, à mon sens, et quelque chose que je veux partager avec vous, c'est la géothermie. Parce que bon, ça fait longtemps aussi, pour ceux qui sont sur Bordeaux, des quartiers comme Mériadec, typiquement, sont construits, ont été bâtis sur la géothermie. Et à cette époque, elle avait les mêmes qualités qu'aujourd'hui, sauf qu'on peut dire qu'elle a peut-être été un peu freinée à des moments pour des raisons économiques, des raisons un peu moins, on va dire, environnementales qui sont arrivées. L'économie a primé sur l'environnement et on les a un peu oubliées. Et aujourd'hui, les montées de l'énergie ont du bon aussi, c'est qu'à remettre au goût du jour ce type de source. Pourquoi? La géothermie, du coup, parce que elle a cette stabilité dont on a besoin, puisqu'elle est basée sur des ressources du sol qui a une température stable, un rendement excellent, couplé à des pompes à chaleur, à tout un tas de systèmes. C'est une production à la fois de chaud, mais aussi de froid, et les deux aussi en simultané. Et c'est une énergie renouvelable locale. Et c'est ce dont on a besoin, plus que jamais aujourd'hui, disponible et donc aligné avec notre besoin d'autonomie énergétique. Et pour revenir au-delà de ça, c'est à peu près la seule énergie renouvelable pilotable. Donc la géothermie devient encore plus pertinente quand elle est intégrée dans une logique système. Et cette logique système, en gros, c'est un peu notre marque de fabrication, mais c'est d'aller toujours plus loin et d'être, on va dire, totalement cohérent avec la démarche. Et cohérent avec la démarche et associer des packs aussi qui ont des impacts environnementaux faibles. Il faut savoir que les groupes froids, les pompes à chaleur, contiennent pas mal de fluides frigo. C'est une des parties la plus carbonée des systèmes. Et donc aujourd'hui, c'est les associer à des systèmes type fluide naturel, R290, donc le propane, pour ceux qui ne savent pas, le R718 plus rare, un fluide frigo très rare qu'est l'eau. Et c'est quelque chose, on aura l'occasion peut-être d'en reparler un jour. Et globalement, d'associer des fluides faibles GWP pour limiter l'impact une fois de plus. C'est aussi les dimensionner dans des logiques qui apportent plus de résilience, c'est-à-dire les combiner avec d'autres systèmes, d'autres packs, l'aérothermie, les combiner aussi avec différentes tailles de machines pour répondre à des problématiques de saisonnalité. Donc les besoins qu'on a l'été ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a en plein hiver. Donc ça peut permettre d'avoir toujours un produit en adéquation avec le besoin et également aussi avoir cette notion de secours qui apporte aussi la résilience dont on a besoin. Donc associé à des packs haute température, ça devient un premier étage de la fusée, la géothermie. Et donc la haute température, il faut savoir qu'on en a encore besoin dans des systèmes, que ce soit pour l'eau chaude sanitaire ou dans des process industriels. Donc associé à ça, on va rajouter des briques, le stockage, donc est nécessaire aussi pour bien dimensionner les machines.
mais qui aussi permet de lisser certains appels. Analyser aussi dans un système tous les potentiels d'énergie fatale qu'on peut récupérer. Donc on voit qu'ils sont assez nombreux dès qu'on se pose un peu les bonnes questions. Et tout ça, derrière, on commence à voir un peu les problématiques. Hein. C'est qu'on se retrouve avec des analyses fonctionnelles de plus en plus complexes pour scénariser tout cela. Donc dans les briques, la géothermie, je disais tout à l'heure, c'est un peu la pierre angulaire, la première brique. Derrière, on va commencer à associer d'autres briques qui vont rendre plus résilient, plus efficace le système. Et donc dans ce que nous, on teste, dans ce qu'on a déjà mis en œuvre, typiquement, c'est des solutions comme le PowerRoad. Alors PowerRoad, c'est quoi? C'est une solution typiquement qui a été développée chez nos collègues de Rovia, donc qui est basée sur la récupération d'énergie sur la voirie, notamment les enrobés, des surfaces noires qui souvent sont chassées. Aujourd'hui, c'est d'en tirer, je dirais, le meilleur, récupérer l'énergie sous ces chaussées pour faire quoi? De la récupération et du stockage pour finalement recharger la partie, on va dire, les sondes géothermiques. Donc aujourd'hui, le fait de tirer de l'énergie au niveau de la géothermie, on va dire, abaisse un peu les capacités du sol, et en récupérant l'énergie au niveau de l'enrobé, on arrive à le recharger et à limiter finalement le nombre de sondes qu'on va installer sur une géothermie. Au même titre, on peut rajouter des briques comme le Air Booster. Le Air Booster, vous connaissez peut-être parce que c'est sur Bordeaux, ça commence à être un peu connu. Mais aujourd'hui, on a dévoyé, on va dire, l'utilisation du Air Booster pour récupérer cette chaleur et l'injecter au niveau des pompes à chaleur, typiquement RO, et pour faire en sorte que leur point faible d'une pompe à chaleur RO, c'est la basse température. Donc aujourd'hui, avec le Air Booster, on arrive à réinjecter de l'énergie, entre guillemets, gratuite sur une pompe à chaleur pour faire en sorte qu'elle soit toujours dans des conditions de fonctionnement les plus proches, on va dire, de ses meilleurs COP, c'est-à-dire des températures au-dessus de 7 degrés typiquement. Et à côté de ça, on a des choses qui sont simples. C'est beaucoup de choses assez simples, on va dire. On va parler plutôt de low-tech. Des choses comme le refroidissement adiabatique, la ventilation nocturne ou la ventilation naturelle qu'on vient greffer dans nos systèmes. Tous ces systèmes ont pour point commun d'être incapables de gérer un bâtiment et le confort dont on a besoin seul. Par contre, rajouter à la géothermie, on commence à avoir un début de solution. Donc tout ce qu'on a vu là, globalement, ça concerne la production. Là, je fais un petit zoom sur cette notion d'hybridation et on va dire de système aujourd'hui qu'on peut proposer. Et je voulais revenir sur une innovation qui est en développement chez nous, qui est Primatis, qui, vu comme ça, comme beaucoup de choses dans le CVC, il y a très peu d'innovation. Il n'y a pas de grosse rupture technologique. Mais globalement, on apprend de nos expériences passées, et on a pas mal d'années d'expérience globalement dans le groupe. Et donc, il y a des choses qui fonctionnent bien et qui ont leurs avantages et qui reviennent aujourd'hui devant de la scène. Et là, typiquement, Primatis, c'est quoi? C'est un plafond rayonnant. Plafond rayonnant, donc on se base sur une techno, le rayonnement. C'est plutôt la température ressentie. Premier avantage, on va travailler plutôt sur le ressenti que la température réelle, ce qui va nous permettre d'abaisser les températures sans renier, je dirais, la notion de confort. Donc, ce qui permet déjà une première source de confort et d'économie d'énergie. Mais on va y rajouter une autre propriété à ce plafond, c'est qu'on va lui donner de l'inertie. Et l'inertie, on l'a vu en photovoltaïque, c'est le stockage un peu, des capacités de stockage. On va lui adjoindre en fin de compte des matériaux à changement de phase au-dessus qui vont lui permettre en fin de compte de pouvoir durer plus longtemps, d'étaler les pics de puissance et de le gérer mieux en fin de compte par rapport à la demande tout en apportant un peu plus de confort encore. Donc ce matériau à changement de phase qui est installé, il faut savoir qu'il est activé par de l'air et cet air qui est pré-traité en amont, en fin de compte, contribue aussi largement à une autre notion dont on ne parle pas là, mais qui est une réelle demande dans les bâtiments d'aujourd'hui en exploitation, c'est la QAI, la qualité d'air intérieur. Et donc c'est vraiment une techno qui répond à tout ça, tout en sachant qu'on a abandonné totalement un vecteur qu'on retrouve dans nos métiers en CVC. Souvent on a l'air et l'eau pour véhiculer l'énergie. Ici, on n'a plus que de l'air, donc ce qui fait qu'on n'a plus du tout de réseau de distribution d'eau, ce qui abaisse considérablement l'empreinte carbone du bâtiment. Donc voilà pour ce petit zoom sur les émetteurs, puisque ça rentre totalement dans cette notion vraiment de confort, et aussi quelque part de repenser la sobriété des bâtiments,
parce qu'il y a des avantages, il y a aussi un inconvénient, qui en est un si on le positionne dans des bâtiments qui ne sont pas adaptés à l'usage, c'est typiquement que ça n'a pas une grosse réactivité. Donc il faut des bâtiments qui soient de bureaux tertiaires, où on n'a pas un changement d'activité régulière, où on a des gens qui ne sont pas au degré près, où entre le matin et le soir, il va pas y avoir des grosses variations. Donc voilà, il faut être conscient de ce qu'on met, mais il y a des solutions aujourd'hui qui sont très pertinentes pour jouer sur tous les tableaux. Donc la difficulté de tout ça, c'est qu'on a tout hybridé maintenant et que la notion de pilotage devient essentielle. Et bien que l'homme soit indispensable, aujourd'hui, l'IA arrive pour nous comme un assistant, et un assistant absolument nécessaire. Pourquoi ? Pour arbitrer entre toutes ces sources, pour anticiper les différentes demandes, pour optimiser l'inertie des bâtiments, mais aussi des systèmes, comme on vient de le voir, optimiser l'autoconsommation, puisque le PV, c'est un élément de cette hybridation, et donc de lisser finalement les appels de puissance pour répondre à cette problématique plus globale des tensions sur nos réseaux électriques. Et le tout en maintenant le confort des occupants. Donc je reviens un peu dessus, comme le disait Jean-Noël, l'homme doit garder la main. Ça, c'est la clé un peu de tout ça. Et je le disais tout à l'heure avec la personne de Domo France, là, c'est qu'il ne faut pas compter sur l'IA pour déployer des scénarios corrects si on ne lui a pas donné, on va dire, les bonnes datas de base. Et la bonne data de base, c'est déjà d'identifier comment les systèmes doivent fonctionner. Aujourd'hui, tous ces systèmes hybrides, c'est des réels prototypes à chaque fois. Donc, c'est des machines qui sont spécifiques, et elles sont spécifiques aussi parce qu'elles sont organisées avec d'autres machines et elles n'ont jamais fonctionné avec elles. Donc, il faut expliquer comment tout ça doit fonctionner de manière littérale, décrire tous ces scénarios et ensuite les mettre en musique. Et l'IA, après, va commencer à permettre d'accélérer, prendre la donnée pour avancer un peu plus vite sur les systèmes et l'optimisation. Donc, notamment, Donc l'IA va nous permettre notamment de faire en sorte qu'on n'ait plus à choisir entre deux choses, entre le confort et la sobriété. Et là, c'est un sujet, je laisserai Alexandre développer un peu ce sujet, on va dire exploitation, mais on va tendre vers plus de data, plus d'équipements que nous on va mettre, plus d'instrumentation, plus de sondes, etc. Donc ils vont nous permettre de créer de véritables jumeaux numériques et aujourd'hui de parler, je dirais, d'exploitation augmentée. Donc voilà, je laisserai Alexandre parler de ça, c'est plus son domaine. Mais je voudrais quand même revenir sur autre chose, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit arriver, et je conclurai là-dessus, c'est qu'on a équipé tous les bâtiments de beaucoup de capteurs. Et tous ces capteurs donc, qui permettent l'exploitation, aujourd'hui, on les utilise dans le bâtiment, vous le savez, il y a beaucoup d'expertise aussi. Et on les utilise aussi pour mieux diagnostiquer ce qui s'est passé. Et moi, ça m'intéresse particulièrement parce que dans la notion de confort, le CVC est souvent le premier en ligne de mire, à se dire le système, on a des problèmes de confort, le CVC ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, tous ces capteurs, ça nous permet de quoi de définir une véritable signature, on va dire, énergétique et numérique du bâtiment, de la comparer à nos simulations qui sont faites avant par les bureaux d'études en conception, et de détecter les anomalies. Et comme je disais, le CVC n'est pas toujours responsable. Par contre, les conséquences de toutes les réglementations qu'on a eues depuis pas mal de temps, c'est qu'on a réduit considérablement les puissances installées, les émetteurs, les chaudières, quand on mettait encore des chaudières, les pompes à chaleur, ce qui fait qu'on s'est coupé toutes les possibilités finalement on va dire, de compenser les écarts du bâtiment, de l'enveloppe. Et aujourd'hui, donc ne pouvant plus compenser ces écarts, il faut vraiment que les enveloppes soient conformes et commissionnées, entre guillemets, au même titre que nos lots sont commissionnés. Voilà. Les deux, l'efficacité énergétique, on l'aura que quand les deux fonctionneront ensemble et seront conformes aux attentes. Donc ça, c'est le dernier message qui est un peu propre, on va dire, à mon vécu. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Alexandre. Donc bonjour, moi je m'appelle Alexandre Fréchou, donc je suis directeur chez Vinci Facilities. Tout à l'heure, Maxime, tu disais que la recherche fondamentale était très en aval des entreprises Vinci Énergie. Mais je crois que Vinci Facilities est peut-être l'entreprise qui est le plus en aval de tout ça, puisqu'en fait, notre positionnement, notre activité, c'est exploiter, maintenir et faire du facility management sur tout type de bâtiment. Alors, je vais rentrer dans le cœur du sujet, et j'ai repris
pour appuyer mon propos, l'exemple que tu as pris tout à l'heure, Jean-Noël, donc qui est l'immeuble des Cimes, puisque justement ce bâtiment qui a été conçu, construit par Adim, sur lequel a contribué les équipes de l'Esismore, l'Esismore a fait une passerelle avec nos équipes de maintenance Vinci Facilities, puisque vous voyez, c'est un bâtiment qu'on exploite. Et donc j'avais envie de vous dire plusieurs choses qui s'appuient notamment sur le rapport de la première année qu'a fourni l'Esismore dans sa mission de commissionnement et de suivi énergétique. La première chose, c'est que sur sa première année, un des deux bâtiments, le bâtiment B, a consommé 24 kWh par mètre carré. Alors ce bâtiment-là, pendant cette période-là de la première année, il y a eu une mise à blanc et on peut se dire aussi que tous les étages ne sont pas encore occupés. Ceci étant dit, grâce à une projection IPMVP, on arrive dès la fin de la première année à se dire que le bâtiment consommera bien moins de 50 kWh par mètre carré, qui est ce pourquoi il a été conçu. Et pour remettre tout ça en perspective, ça veut dire que le bâtiment est OK aujourd'hui pour répondre aux enjeux du décret tertiaire, à minima jusqu'en 2050, sans avoir besoin d'engager de nouveaux travaux énergétiques. Alors cette première année, elle a été riche d'enseignements, notamment elle a permis de démontrer la rigueur qui était nécessaire au quotidien, pour ne pas dire en temps réel, au suivi des consommations énergétiques et du fonctionnement du bâtiment. Aussi la finesse qui est nécessaire à son pilotage. Je redis, moins de 50 kWh par mètre carré, c'est une finesse de pilotage où chaque dysfonctionnement vient venir gréver le bilan global. Et aussi a mis en avant la réactivité que l'on devait avoir face aux écarts qui étaient constatés pour les résoudre. Alors quelques exemples là-dessus aussi. Les vannes fuyardes, quelques vannes fuyardes à la réception, ont coûté au bilan 6 MWh par an. Sur le chauffage également, il y a une projection qui a été mise en avant dans le rapport de l'Esismore, c'était de dire que les auxiliaires de distribution sur le chauffage étaient ceux qui consommaient le plus sur cet usage-là, et notamment peut-être qu'un scénario sur lequel les pompes auraient été arrêtées lorsque les vannes de voie étaient fermées à 100%, aurait permis d'économiser 18 MWh par an. Et enfin, le dernier point, grâce à un pilotage encore très fin, et un suivi très fin de la part de l'Esismore, il y a un fonctionnement sur le refroidissement. Sur le refroidissement, en fait, ils ont mis en avant une consommation résiduelle des groupes froids, et cette consommation résiduelle des groupes froids est liée au système antigel, qui, même lorsque le groupe est éteint, continue à consommer. Cette consommation, elle est là aussi à hauteur d'à peu près 20 MWh par an. Donc voilà, cette première année riche d'enseignements fait que le pilotage très précis en phase d'exploitation est essentiel. Alors j'ai envie de vous poser une question. Quel est dans ce cas-là, après ce que je viens de vous raconter, l'élément essentiel, un des éléments essentiels à la bonne exploitation d'efficacité énergétique des bâtiments? Cette question-là, je vais y répondre, le temps m'est compté, mais je suis très sincèrement convaincu que ce sont les hommes et les femmes qui travaillent au quotidien sur la vie du bâtiment. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que derrière tout ce qui est conçu, on retrouve des ingénieurs en efficacité énergétique, des carbologues, des techniciens de maintenance, des responsables d'affaires, des intégrateurs, des automaticiens, et chacun a une place prépondérante pour suivre les consommations et quotidiens et assurer que la finalité soit bien rendue. Deux autres exemples émanant des CIM. On a eu une phase sur laquelle il y a eu beaucoup de disjonctions électriques. Sur cette phase sur laquelle il y a eu beaucoup de disjonctions électriques, il y a des éclairages qui ont dû être forcés en allumés 24 heures sur 24 et qui ont causé des consommations très élevées. Pendant cette période-là, si le technicien ne sait pas mener son diagnostic accompagné de la GTC qui le guide, la disjonction n'est pas réparée définitivement et les consommations continuent. L'autre point, c'est pour ceux qui travaillent sur les bâtiments, et notamment les bâtiments de GTC, je ne vais pas parler des réglages au départ, mais un des sujets que j'entends le plus souvent, c'est les problèmes de com. Alors, le problème de com fait que le bâtiment, dans son pilotage, on devient aveugle. Et sur les problèmes de com, de la même manière, on a eu à peu près un sujet un peu similaire, où le bâtiment est très 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 bien équipé pour suivre les fuites d'eau sur le bâtiment et interagir le plus tôt possible. Sauf que s'il n'y a plus de com, on n'a plus la vision. Et si on n'a plus la vision, on ne peut plus agir. Et si on ne peut plus agir, l'eau coule. Voilà. Ce qui est rassurant, c'est que dès que le problème de com est ressorti, on a pu identifier très rapidement d'où provenait la fuite, guider et mener. Donc là, notre technicien peut intervenir, aller la résoudre.
Je commence à faire un petit parallèle avec l'IA. On a un autre bâtiment plus ancien sur lequel on a un système qui est beaucoup moins poussé en GTC et donc avec beaucoup moins de comptage. Donc on a un petit module d'IA qui nous permet justement de détecter ces fuites-là. Le module d'IA, ce qu'il apporte en plus, c'est qu'il caractérise, en fonction de la typologie de la fuite qui est constatée sur le débit et sur la consommation, il caractérise la source probable de la fuite. Une chasse d'eau, un adoucisseur qui s'est bloqué ou une canalisation qui a explosé. Bon, il n'empêche que quand le bâtiment fait 12 000 m² et que l'IA vous explique que c'est une chasse d'eau qui fuit, sans le technicien, vous ne pouvez pas beaucoup avancer. Donc, mes propos en viennent là. Et donc, si je devais prendre un propos très personnel sur la place de l'IA aujourd'hui, la place qu'elle peut prendre à court terme dans nos métiers, la première place, c'est que, j'ai essayé de l'indiquer, mais nos techniciens sont essentiels sur le terrain. Et la place que peut prendre l'IA sur leur quotidien, c'est qu'ils puissent se focaliser à 250% sur les tâches physiques qu'ils ont à réaliser sur le bâtiment. Et donc les premiers modules d'IA avec lesquels on opère, c'est des modules qui simplifient notamment la rédaction des comptes rendus, les analyses de panne qu'il peut y avoir, et ainsi de suite. Donc c'est des modules qui permettent de libérer du temps et de la bande passante et de la valeur ajoutée sur le terrain à nos équipes. Un autre exemple que je peux citer là, c'est sur ces fameux modules qui amènent, chez Vinci Énergie, il y a une société qui s'appelle Nodewise, pardon. Dans quel sens je dois aller? Voilà. Chez Vinci Énergie, il y a une société qui s'appelle Nodewise qui est un intégrateur GTC qui a développé une solution IA qui s'appelle WiseBMS. WiseBMS peut venir se greffer sur à peu près n'importe quel système de GTC tant que le système est un peu ouvert. Voilà. WiseBMS, en fait, permet d'analyser le comportement du bâtiment en recueillant les prédictions météo et différentes caractéristiques techniques qui sont relevées sur le bâtiment. Le module IA s'entraîne et se met en œuvre pour agir sur le bâtiment en fonction des conditions météo prédictives. Voilà. Donc le schéma qui est représenté ici, c'est la prédiction météo dit que la température va remonter. Pour autant, on constate une température qui baisse un peu, mais WiseBMS, sachant que la température va remonter, ne va pas bouger les consignes ou va plutôt les réduire parce qu'elle sait que l'apport solaire va venir faire le complément peu de temps après. Donc le sujet de WiseBMS, c'est prédire l'inertie, prendre en compte l'inertie thermique du bâtiment pour régler les installations sur le chauffage et sur la climatisation. La solution est assez récente et pour autant elle a déjà été mise en œuvre. Les résultats sur notamment un bâtiment sur lequel on a un cycle à peu près complet, sur les 3 mois d'hiver, c'est 21% d'économie d'énergie. Et sur un mois d'été, sur le refroidissement, c'est 17% d'économie d'énergie. Si je devais maintenant conclure mon propos, je reviendrai sur cette image-là, où donc, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vraiment des équipes bordelaises de Vinci Facilities. Peut-être que les plus gros enjeux pour nous, le premier, c'est d'être en mesure d'accueillir de nouvelles solutions très en amont qui embarqueront de l'IA, et de bouger nos pratiques en fonction. Et la deuxième, c'est que nos collaborateurs puissent monter en compétence par rapport à ces métiers de demain, qui sont déjà des métiers d'aujourd'hui, mais qui vont avoir ne cesse d'évoluer quant à l'efficacité énergétique et aux solutions environnementales. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les trois. On a le temps pour prendre quelques questions. Il y a une main qui se lève là-bas. Alors, quand vous posez votre question, si vous pouvez vous présenter, vous dire d'où vous venez. Bonjour, Marine Béguet, responsable énergie pour Cultura. J'avais une question sur le stockage des batteries. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel ça devient intéressant en termes de production de surplus ? C'est une bonne question. Je dirais c'est pareil, il faut analyser votre comportement en termes d'usagers sur une semaine complète et savoir combien de plages, de temps de production vous n'utilisez pas. Je dirais, je peux pas vous annoncer un chiffre comme ça. Enfin voilà, faut qu'on regarde le comportement.
Est-ce qu'aujourd'hui, les dimensionnements de batterie, en tout cas, permettent de le rendre intéressant même à faible surplus? Oui, alors par exemple, nous, notre bâtiment à Florac, il est petit, hein, il fait 800 mètres carrés. On a mis 36 kilowatts de générateurs photovoltaïques et les batteries vont faire 60 kilowatts. Donc ça veut dire qu'elles vont être capables de stocker à peu près 2 heures de consommation, enfin de production pleine charge. Mais on l'a dimensionné par rapport à notre réelle consommation à partir du lundi et du mardi. Pareil, en 2 heures de temps, elles vont être vidées. Donc tout est dans un équilibre financier à bien calculer. Ouais. Ça ne sert à rien de mettre des batteries surdimensionnées. Aujourd'hui, au coût du stockage, qui a été divisé par 2 en un an, hein, et ça continue à descendre, l'équation, elle est aussi économique. Et si je complète, elle est économique et environnementale. C'est-à-dire que le bilan et le ROI financier, il est aussi accouplé avec un bilan et un ROI environnemental de la solution. Pardon. Arnaud Van Dendrich chez Aude Ingénieur Conseil. Justement, ma question était celle-là. Quel est le retour environnemental? Parce que là, on voit qu'on multiplie les batteries puisque finalement, on a déjà les véhicules électriques. Est-ce que sur un bâtiment tertiaire comme le vôtre, l'exemple que vous avez donné, est-ce que ce n'est pas suffisant pour pouvoir lisser la production? Est-ce que vous faites aussi, est-ce que justement vous utilisez ces batteries-là pour lisser la production, c'est-à-dire que vous acceptez que des voitures soient rechargées plutôt l'après-midi que le matin? Voilà, donc parce que alors ça a peut-être changé, mais ce qu'on a retenu globalement, c'est que le retour sur investissement environnemental des panneaux photovoltaïques, il est tout de suite très mauvais quand on met des batteries. Alors, on n'a pas exactement la même analyse, mais c'est normal. Aujourd'hui, nous, on estime qu'on pourrait utiliser aussi les batteries de nos véhicules, mais c'est culturel aussi. Hein. Il y a la peur de manquer. Hein. Dès qu'on voit qu'on n'est plus qu'à 30% de charge, on a un peu peur de ne pas trouver une borne pour s'en sortir, alors qu'il y a des véhicules électriques aujourd'hui qui sont capables de réinjecter aussi leur énergie stockée dans leur propre batterie vers le bâtiment. Donc on voulait faire l'essai avec les nouvelles R5 qui ont cette capacité-là, hein, de recharger, d'avoir un chargeur réversible. Et les bornes de recharge qui le permettent aussi il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et il faut lutter contre cette peur de manquer, en fait. Et effectivement, là, on n'aurait pas besoin de racheter encore en plus des stockeurs, des onduleurs réversibles à mettre dans le bâtiment. Bonjour, Patrick Golding, boulanger. Je m'occupe de la transition du parc bâtiment, ainsi que la maintenance CVC et également énergie management. Donc ça fait pas mal de dossiers. En tout cas, votre présentation à tous était très claire. Merci. J'ai moins de remarques, moins de questions que des remarques, mais des remarques qui sont sur le terrain importantes pour nous et importantes pour vous. On rencontre des difficultés, nous, dans la garantie des équipements, notamment CVC, dès lors qu'il s'agit de raccrocher un système de pilotage. Donc je pense qu'il faut en tenir compte, notamment quand on se parle de pilotage et de géothermie, il faudra en tenir compte. On ne peut pas greffer n'importe quel script sur n'importe quel équipement sans avoir affaire aux garanties constructeurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. La deuxième, c'est surtout sur les qui porte quoi en géothermie. Je pense que vous êtes en proposition de géothermie pour des groupes comme les nôtres, pour les bâtiments neufs notamment. On se retrouve un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire que d'un côté, le propriétaire a une responsabilité et engage une partie de financement. Le preneur, lui, va bénéficier d'un gain en exploitation. Et au final, on se retrouve entre deux eaux à choisir qui paye quoi dans la géothermie. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a, au-delà des délais, si vous voulez, d'amortissement, qui sont encore très longs malgré les aides, on a quand même un pas avant de se décider sur la géothermie à notre niveau. Donc ça, c'est un sujet qui nous concerne, vous et nous. Et enfin, vous évoquiez tout à l'heure les sujets de couper l'électricité, couper les lumières, couper le chauffage, etc. pour le confort. Il y a peut-être quelque chose à faire entre le parallèle entre l'eau et l'énergie électrique. On s'aperçoit qu'à la maison, c'est pour prendre un cas d'école, quand on a un robinet qui coule, généralement, il va être arrêté en 2 temps, 3 mouvements. On vient de passer les compteurs connectés en eau chez Boulanger. Je peux vous assurer le temps de réactivité entre une fuite d'eau et la déperdition énergétique, elle est énorme. Donc je pense qu'il y a un parallèle à faire sur l'énergie et l'eau en termes de coupure électrique. Voilà, c'est juste des remarques, mais en tout cas, ça concernera certainement pas mal d'entreprises sur le fait d'arriver, de vos entreprises, d'arriver vers des
potentiel partenaire. Mais en tout cas, voilà, on a besoin de ces éléments-là. Merci. Juste peut-être pour revenir sur la question du pilotage de la géothermie et des problématiques de garantie. C'est un sujet qui est important et c'est pour ça un peu que j'insistais sur le fait qu'il faut qu'on garde la main sur la partie analyse fonctionnelle. C'est des systèmes complexes et chaque machine a ses particularités et ses garanties. Et donc si on veut rester dans les clous, il faut quand même que nous, globalement, on les connaît, ces systèmes. Donc il faut qu'on rédige nos analyses fonctionnelles pour tenir compte de ça. Et les premières IA qu'on a vues commencer à piloter un peu de l'efficacité énergétique sur ces systèmes avaient tendance, en gros, pour caricaturer, à passer la marche arrière sur l'autoroute, sur ce type d'engin. C'est pas bon. Et on l'a eu parce que on décide de couper. C'est facile, on voit que ça consomme là. Pour des raisons de sécurité, on va couper un groupe parce qu'il consomme alors qu'il est en protection antigel. Voilà, on va agir sur plein de choses si on regarde que la partie énergétique qui sont très très dangereuses et très très fines. Là, c'est des choses simples que j'évoque, mais des fois c'est très fin. Et c'est là où il faut garder la main pour que les IA apprennent. Je ne doute pas qu'elles vont apprendre vite derrière, mais pour l'instant, on est encore indispensable dans la chaîne et pour assurer ces garanties-là. Non. C'est comme ça, en tout cas, nous, on le perçoit et c'est comme ça, je pense qu'il faut l'utiliser encore. Oui. Oui, bonjour, Ophélie Lepâtre, architecte. J'ai une question. Déjà, on n'a pas beaucoup entendu le mot architecture ce matin. J'avais plus une question sur... vous parlez des seuils au regard du décret tertiaire, mais au regard de la RE 2020 et normalement de l'étude sur le fonctionnement et l'amortissement du fonctionnement du bâtiment, je me posais la question de l'IA, de ce que ça veut dire comme dépense aussi en eau pour que tout... derrière l'ingénierie de l'IA existe. Et donc, au regard de la RE 2020, du circuit court et de l'étude du cycle de vie de tous ces bâtiments, dont j'entends plus parler comme des objets performants que comme des bâtiments de la ville et de l'aménagement, je voulais savoir quel était votre avis sur ce sujet. Alors vous avez raison de mettre en avant les architectes. J'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais sur ma diapo qui présentait l'immeuble des CIM, il y avait une mention des 2 architectes au bas de la diapo, notamment Moon Safari, avec qui on bosse assez souvent sur ces notions-là. Je ne pourrais pas, moi, vous faire de réponse globale. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à notre appréciation, au quotidien, on cote les émissions carbone et on s'assure de les coter de manière la plus large possible. Donc à partir du moment où on met en œuvre des solutions, on est très très vigilant à cela. Et par contre, le seul exemple que je peux vous citer, c'est l'exemple que j'ai cité de WiseBMS. WiseBMS se veut le plus léger possible quand il a été conçu. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais je pourrais vous les donner. Mais les émissions carbone de WiseBMS ont été quantifiées pour pouvoir prendre la décision d'aller plus loin ou pas dans la solution IA et dans l'apport que peut amener l'IA, qui pourrait être quasi infini ou quasi illimité. Voilà. Mais ça a été trouvé sur le principe de la low-tech le point le plus efficace et le plus efficient de l'apport de l'IA sur cette solution-là. Peut-être un tout petit complément dans les travaux qu'on mène, et je pense que ça pourrait être évoqué par Patrick juste après. On travaille depuis très longtemps sur les questions d'analyse de cycle de vie, donc d'évaluation des impacts environnementaux sur l'ensemble de cycle de vie des ouvrages. Et là, clairement, le parti qu'on prend ce matin quand on parle d'IA, c'est parler d'IA, on va dire, relativement frugale. On n'est pas sur les LLM, on n'est pas sur les IA qui, effectivement, nécessitent de construire un data center à tous les coins de rue, on va dire. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on dispose d'un calcul très précis à ce stade, mais on est plutôt sur des algorithmes d'optimisation qui permettent d'avoir un impact très fort sur ces consommations d'énergie, sur le pilotage des bâtiments, qui eux, on voit quand on disait que c'est 40% des consommations au niveau mondial. Si on arrive à sortir les résultats évoqués par Alexandre de moins 20% avec ces petits algorithmes de pilotage, on voit qu'il y a un retour sur investissement qui est très rapide. Donc cette question-là, on l'a toujours dans un coin de la tête. On pourrait faire les équations s'il le fallait, mais je pense qu'a priori, on est sur la bonne piste. Et nous, on vous laisse les équations. Hein. Et moi aussi, en fait, je les laisse à Patrick.
Une petite précision sur les questions-réponses. On a la présentation de l'école des mines juste après. Et après la présentation de l'école des mines, il y aura un temps de pause. Donc si certains se sentent frustrés de ne pas avoir pu échanger avec nos collègues de Vinci Énergie, vous pourrez aussi le faire à la pause. Je pense qu'on peut prendre une dernière question, si vous le souhaitez. Non, c'est parfait. Bah, écoutez, je vous propose qu'on les applaudisse à nouveau.